Un parcours c'est long, un parcours de doctorat c'est long, surtout que j'appartiens à cette génération de doctorants qui travaillaient dans la longue durée, en étant finalement fort peu encadrés. Bien sûr, les personnes qui faisaient partie de mon comité de thèse étaient a priori à ma disposition, mais bien souvent ils m'impressionnaient tellement que moi-même je n'allais pas les voir. Et quand je les croisais, je parlais soigneusement d'autre chose. Euh, Tous les doctorants savent que parler de l'avancement de sa thèse, c'est toujours extrêmement délicat. Donc, je n'ai guère été cadré dans mon doctorat. Et j'aime autant, d'autant que j'ai écrit très tard. Alors, je dis toujours ça pour essayer de réconforter tous les doctorants qui ont des soucis avec l'écriture. L'écriture, c'est chacun pour soi et Dieu pour personne. On se débrouille, on n'écrit aucun au même rythme. Maintenant, on demande bien souvent aux doctorants de fournir des pages. Si on m'avait demandé ça, j'aurais été bien incapable de le faire. Je crois que tout a été écrit dans les 6 derniers mois, pratiquement non-stop et pratiquement sans note préalable. J'avais mes lectures avec des post-it. Les lectures étaient regroupées par piles. Je savais où trouver quoi, les références. Et puis, c'est parti comme ça, en roue libre. J'avais d'abord fait, comme tous les gens qui travaillent sur les enfants sauvages, un répertoire, donc tous ceux dont on avait parlé, en m'efforçant d'être aussi complète, plus complète que les autres, évidemment. Donc j'étais venue jusqu'à nos jours, presque, pour les cas qu'on pouvait traiter d'enfants sauvages. Et en général, le rôle de mon directeur de thèse se bornait à me dire « Ah, vous en avez loupé un !» Et ça s'arrêtait là. Donc, dès lors qu'il me disait ça, je repartais vers mes textes, les témoignages, en me disant « Qu'est-ce que j'ai raté ?» Et effectivement, j'étais amenée à considérer les enfants sauvages aussi bien à travers des récits mythiques, les enfants, ce que j'appellerais les enfants de papier, donc les romans, les spéculations, et puis les cas réels dont j'étais amenée à dire qu'on doit les distinguer clairement des enfants de papier et des mythes. C'est pas la même chose. En général, quand on parle aux gens des enfants sauvages, la première chose qu'ils vous disent, c'est Romulus et Rémus ou Tarzan. Mais peu connaissent, parfois ceux qui ont vu Truffaut connaissent Victor, mais peu connaissent les cas effectifs. Et là aussi, ça a été problématique, parce que c'était une distinction difficile à faire, les uns influençant les autres. Là aussi, on avait affaire à un tissage serré. Mais avant et à côté du travail avec les enfants sauvages, j'ai fait des tas d'autres choses. D'ailleurs, parfois, mon directeur de thèse me disait « Mais vous n'allez jamais arriver à faire votre thèse, vous vous dissipez. » Et c'est vrai que, comme je travaillais à l'époque avec les artistes de Mons, j'ai été amené à faire pas mal de textes sur leurs expositions, leurs peintures. Je l'avais fait pour un ou l'autre au départ, et puis tous se sont piqués au jeu et venaient me demander « Tu veux pas faire un texte sur mon expo ?» et tout. Et j'aimais bien cette idée d'un dialogue avec l'image, qui est toujours un dialogue impossible, parce que l'image fuit aussi. Elle n'est pas linéaire, on ne l'aborde pas toujours de la même façon, et le parcours que je pouvais faire devait toujours être un parcours qui, sur le plan du langage, était un parcours très plastique, très souple. Donc adopter plutôt une écriture proche de la poésie que de l'analyse et de l'histoire de l'art. Et ça me plaisait bien, parce que, bon, je devrais dire, j'écrivais des poèmes dans mes cahiers d'écolier, mais c'est vrai que j'ai sans doute commencé par là, dans mes cahiers d'écolier et dans l'autobus. Et puis j'ai arrêté complètement vers l'âge d'une vingtaine d'années. J'avais décroché un ou deux prix littéraires et ça m'a suffi. J'ai cessé d'écrire de la poésie, je me suis lancé dans autre chose, un autre type d'écriture. Mais un type d'écriture dont je n'ai jamais vraiment exclu le versant poétique. Je me suis toujours dit que l'écriture analytique pouvait aller très loin, mais qu'il y avait des moments où elle calait, elle bloquait. Et dans ces cas-là, où la science pure et dure ne pouvait aller,
eh bien, peut-être que la poésie pouvait encore frayer son chemin, à condition de l'utiliser avec modération et d'en faire un outil actif de connaissances sensibles. Donc je fais le lien aussi avec ce groupe Culture Sensible. C'est ressentir, savoir qu'on connaît aussi en ressentant. Et que le ressenti n'est nullement exclusif de l'intellection. Au contraire. Il me semble qu'ils doivent aller main dans la main. Mais tout ce qui touche au ressenti en Europe moderne a, à mon avis, subi largement les exclusives du dualisme. Le sensible, c'était le corps, c'est l'animal, ça n'a pas d'esprit, donc ça ne pense pas, donc le sensible ne pense pas, donc on se dispense de tout ce qui est image. Et je me souviens que déjà pour mon mémoire, j'avais voulu mettre une image, deux images, et on me disait, il n'y a pas d'image dans un mémoire. Et on m'avait encore dit la même chose pour la thèse, et j'y ai largement dérogé parce que cette thèse est bourrée d'images. Il me semblait qu'on ne pouvait pas aborder les mythes, les récits, les témoignages sans images, d'autant qu'on disposait de très peu d'images de cas. Parce que singulièrement, on a très peu d'images captées au moment de la récupération d'enfants sauvages, même de la part des dessinateurs et des graveurs. Ça n'apparaît pas. En général, l'image trace sa route par rapport aux figurations mythiques qui étaient antérieures ou aux figurations hagiographiques, et elle imagine ce que devait être. Mais probablement les dessinateurs n'ont-ils pas vu précisément les enfants qui constituaient des cas d'ensauvagement. Peu de gens les ont vus, et c'est une des raisons pour lesquelles les historiens disqualifient toujours un peu ces témoignages en disant hein, testis unus, testis nullus, mais il y en a tellement de témoignages accumulés, pas sur un seul cas, mais sur les cas au fil des siècles, qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on peut passer la chose inaperçue, d'autant que ça a eu un impact considérable dans tous les domaines du savoir à l'époque. Tous les grands penseurs s'en sont saisis, les médecins, bien sûr, ça paraît assez logique, les théologiens, avant, il fallait savoir si ces enfants connaissaient l'existence de Dieu, s'ils pouvaient tracer un signe de croix. Pour les médecins, s'ils pouvaient marcher et se tenir debout. Puis pour les naturalistes, s'ils n'étaient pas plus près du grand singe que de l'humain, si c'était une catégorie séparée ou pas. Donc ils ont été... Même Montesquieu en parle dans l'esprit des lois, parce que, encore une fois, d'où vient l'ordre social? Qu'est-ce que ces enfants peuvent nous apprendre sur ce que serait l'humain en dehors du social, en dehors tout? Buffon extrapole en imaginant, puisqu'il y a au moins une fille sauvage et un garçon sauvage qui ont été découverts dans les mêmes années quelque part en Europe, que s'ils s'étaient croisés dans une forêt quelconque, eh bien, peut-être bien qu'ils auraient eu des enfants. Donc Buffon spécule sur Marie-Angélique et Péter, une spéculation qui, quand on va voir un peu plus près, est drôle, parce que Marie-Angélique est une jeune femme très déterminée, c'est le moins qu'on puisse dire, et je ne suis pas sûre, si elle avait rencontré Péter, que ce ne serait pas Péter qui se soit trouvé au sol. Parce que vraiment, elle n'aborde pas les choses de manière pacifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, tous les grands de l'époque s'accrochent à ces cas, et c'est sans doute l'arrivée de Victor au moment de la Révolution. Encore une fois, on le trouve à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle. On l'a déjà vu plusieurs fois avant sa capture définitive à l'extrême fin du XVIIIe. Victor apparaît en même temps que se constitue la Société des observateurs de l'homme. Imaginez l'aubaine pour la Société des observateurs de l'homme, un sauvage intérieur, ce qui pose des tas de problèmes. Parce que Pinel, par exemple, au moment où on l'amène à Paris, va avoir de longues hésitations en se disant « c'est pas un sauvage ». Parce que Pinel lit les récits des voyageurs. Et pour Pinel, les sauvages, ils sont ailleurs. Ils sont dans un autre cercle géographique. Par contre, il voit très vite des traits de comparaison avec les idiots qu'il a à traiter dans ses asiles. Et donc, il dit, c'est pas un sauvage, c'est un idiot. Et donc, on voit à ce moment-là
que le mot sauvage est parfaitement ambigu. On ne parle pas tous de la même chose quand on dit sauvage. Et donc, il faut d'abord définir le mot sauvage. Mais donc, avant d'arriver à cette expérience de thèse, ou chemin faisant, plus exactement, je me suis intéressée à des tas d'autres choses, non seulement l'image pour les artistes, mais en m'intéressant à l'image pour les artistes, je me suis intéressée à la question du regard. Karl Alvrange était en train de préparer sa thèse sur l'histoire du regard. On avait des tas de choses à échanger à ce propos. Et je suis tombée par hasard, justement, en travaillant Pinel, Esquirol et Itard sur Victor, sur les débuts de la médecine morale. Et ça m'a prodigieusement intéressée, surtout quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'images dans le texte d'Esquirol et qu'Esquirol avait délibérément, comme d'autres médecins de cette époque, fait appel à des artistes. Avant même le cas mieux connu de Charcot, on sait que Charcot était accompagné par un photographe et par un dessinateur, mais avant ça, déjà Esquirol avait réquisitionné des dessinateurs, graveurs, peintres pour l'accompagner dans ses tournées auprès des malades, et très explicitement, pour lui, c'est une aide au diagnostic. En fait, les troubles mentaux apparaissaient à ces premiers médecins intéressés à les traiter vraiment et pas seulement à les enfermer, comme quelque chose de tellement labile, de tellement difficile à fixer, ça bougeait tout le temps, qu'ils avaient besoin de l'œil du peintre pour rétablir des suites à partir desquelles ils pouvaient établir leur diagnostic. Et ils avaient aussi besoin de sculpteurs. Esquirol avait aussi avec lui des mouleurs qui faisaient des portraits, des visages des gens qu'Esquirol avait à soigner. Avec cependant un grand désespoir de la part des idiots, parce qu'eux n'étaient pas capables de se concentrer assez longtemps pour qu'on puisse faire un moulage de leur visage. Et ils étaient désespérés parce qu'eux n'avaient pas droit à ce traitement-là. Donc, on se rend compte déjà des manières aussi très pragmatiques dont s'établit la nosographie à l'époque. Esquirol, qui essaye de bâtir le schéma d'un asile, a des tas de problèmes extrêmement concrets. Il a bien sûr des maniaques, et les maniaques, il va plutôt essayer de les placer dans un lieu ombragé. Et il ne faut surtout pas qu'ils croisent les idiots ou les déments, parce que ça va les faire grimper au mur, évidemment. Se trouver en face de quelqu'un qui ne réagit pas à ce qu'on lui suggère, c'est un vrai problème. Les grands mélancoliques, eux, doivent absolument être placés à la lumière. Le rêve d'Esquirol, c'est de les faire travailler au jardin, ou de leur faire reprendre leur passion personnelle. Si ce sont des artistes, il va essayer de faire en sorte qu'ils puissent composer, qu'ils puissent jouer. Si ce sont des peintres, qu'ils reprennent leur pinceau et qu'ils dessinent. On peut d'ailleurs se demander, je me suis posé la question sans vraiment obtenir la réponse, si Géricault n'a pas été un de ses patients et un de ceux qui a peint. Parce que visiblement, Géricault a connu des périodes d'internement, et il y a cette période de 10 tableaux, des monomanies. On n'en a jamais trouvé que 5. Il y en a 5 encore dans la nature, avis à ceux qui veulent les rechercher. Et ces monomanies sont absolument hallucinantes. Elles n'ont rien à voir avec les dessins cliniques qui étaient ceux des dessinateurs qui suivaient Esquirol au jour le jour, parce que ceux-là dessinaient les malades avec leur camisole ou leur chemise, dans des situations qui étaient celles de l'asile. Et Géricault dessine ces monomaniaques avec des vêtements que chaque monomaniaque a lui-même choisi, et il les traite comme un véritable portrait. Ce sont vraiment des êtres humains, ce ne sont pas des malades mentaux. Et là, il y a une espèce de passage entre Géricault et ses sujets portraits qui me paraît significatif d'autre chose que ce qui se pratiquait au jour le jour dans l'asile d'Esquirol. Donc j'en étais au grand mélancolique au soleil, au jardinage, au pinceau, au clavier. Et eux non plus ne doivent pas croiser les idiots. Imaginez un mélancolique qui tombe face à un idiot profond, sa mélancolie ne va pas se rétablir, évidemment. Donc concrètement, Esquirol
est à gérer tout cet ensemble de pathologies et à les disposer dans un lieu qui n'est pas encore à l'époque un lieu conçu comme une enclosure définitive. Pour Esquirol, les désordres mentaux sont encore conçus comme passagers. On peut très bien avoir un désordre mental à un moment et puis se rétablir. Et ce n'est que plus tard, quand les asiles deviendront autarciques, qu'on relâchera moins volontiers les personnes qui y sont enfermées parce qu'on en a besoin pour faire tourner la machine. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. À partir du moment où l'asile s'autosuffit, ben, il se ferme. Il ne faut surtout pas tomber dans une situation d'autarcie, surtout pas. Ça n'encourage pas les échanges. Par contre, Esquirol était très intéressé par des expériences qui s'étaient menées ailleurs, et notamment en Belgique, où il y avait déjà des villages entiers en Flandre consacrés à l'accueil de personnes qui avaient des désordres mentaux visibles, palpables, mais qui restaient intégrés et qui circulaient dans le village. Donc une forme de l'asile beaucoup plus ouverte, telle que la nouvelle psychiatrie pourra éventuellement le concevoir. Et on est là vraiment tout à l'origine. Et là, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était cette assistance entre la perception sensible qui était nécessaire à l'intellection pour le médecin. Donc j'ai travaillé pas mal ce sujet-là, à la fois sur le rôle que jouait le regard de la personne qui était un patient par rapport au diagnostic, parce que visiblement on se rendait compte dans la nosographie que la façon dont la personne posait le regard était une indication de sa pathologie. Et donc là j'ai travaillé sur ce que j'ai appelé le regard fou. Qu'est-ce que c'est avoir le regard fou ? Et puis, j'ai travaillé beaucoup sur la médecine morale comme système de signes, évidemment, système de signes du peintre, du dessinateur, du mouleur, mais aussi du médecin et du malade. Et à ce moment-là, je pense que j'ai encore dû donner des cheveux blancs à mon directeur de thèse parce qu'il se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça ? C'est à ce moment-là qu'on a co-dirigé 2 numéros de la revue qui existait à l'époque et qui était produite par la Ligue Braille, qui s'appelait Voir barré. Et j'étais allé voir le directeur de cette revue lors d'un colloque auquel j'assistais, en lui disant, mais pourquoi vous n'abordez jamais la question du point de vue anthropologique ? Et du coup, il m'a dit, ben, faites-le, faites-moi des numéros sur une anthropologie du regard, une anthropologie de la cécité. Et alors que j'étais parti en principe pour un numéro, je me suis retrouvé avec 2 numéros sur cette question. Et la question du regard, de la perception de la lumière et de l'ombre aussi, non seulement dans notre culture, mais ailleurs. C'est ainsi qu'on est arrivé à cette question de l'œil en pénombre, entre les deux. Et c'était à l'époque pas encore tellement répandu, parce que la question qui était généralement posée par l'anthropologie, c'était plutôt celle de l'anthropologie visuelle, c'est-à-dire une question de transmission. Comment est-ce qu'on transmet une expérience de terrain, mais on ne se posait pas trop encore la question, en tout cas pas de manière isolée, la question de savoir comment les autres regardaient et comment nos ancêtres avaient regardé. Or ça, c'était le travail de Karl Havelange qui m'amenait à réaliser que, effectivement, à la grande époque de la sorcellerie, on ne regardait pas de la même façon. Le regard était un regard totalement chargé d'agence, actif, direct, croiser le regard de quelqu'un, le regarder le premier, le regarder avec insistance, c'était le vaincre, c'était une pénétration, c'était une prise de pouvoir, c'était d'ailleurs, on développait largement le regard amoureux de cette façon-là. Le regard amoureux, c'était un conflit de regard pour être une fusion de regards par la suite. Et de la même façon, la sorcellerie, on disait très souvent à propos de certains animaux, puisque c'était toujours ce qui m'intéressait, que lorsqu'on croisait un loup, il fallait l'avoir vu avant lui. S'il vous voyait avant, vous étiez figé, privé de parole, privé de regard, il vous avait saisi. Donc le regard du loup était un regard extrêmement puissant, extrêmement performatif. Et de la même manière, le regard de la sorcière, que les inquisiteurs allaient jusqu'à faire entrer dans la salle de jugement à reculons pour ne pas être sous ses yeux.
Donc, ce regard-là n'a plus rien à voir avec le regard de Galilée, c'est ce que montre Karl, avec le regard de Descartes, avec ces regards qui sont toujours outillés, avec des lunettes, un microscope, avec un télescope. Ces regards-là sont des regards à distance. Les regards premiers sont des regards actifs. Et je serais curieuse de savoir, mais je n'ai jamais posé la question, dans quelle mesure, en air animique, on ne trouve pas des regards de ce type-là. Je ne sais pas. Ce serait intéressant à poser, parce que la relation est réelle, elle est directe, elle est forte. Et ça change de tout au tout avec la modernité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'étais pas et je ne suis toujours pas d'accord avec Latour sur le point de « nous n'avons jamais été modernes ». Moi, je suis persuadé qu'il y a eu un passage et que ce passage est en train de se retourner comme un gant. À l'heure actuelle, on est occupé à mettre des distances avec la modernité, avec sa façon de revoir les choses, d'où l'existence de notre groupe, Culture Sensible, mais aussi l'existence de toute une série d'insatisfactions des gens par rapport à des domaines qui sont pourtant très performants. Je pense notamment à la question de la médecine. Il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers les médecines alternatives, d'où qu'elles viennent, parce qu'ils sont insatisfaits de la façon dont l'échange, la communication avec le médecin se passe. Le médecin, chez nous, est devenu tellement spécialisé, tellement performant sur un point précis du corps, qu'il en perd de vue qu'il pourrait avertir la tête qui est sur ce corps de ce qu'il va faire. Et donc, il n'y a plus du tout d'approche holistique, plus assez d'échanges avec les personnes. Et du coup, les gens vont chercher l'échange ailleurs. La performativité des médecines alternatives, elle est peut-être moins dans les résultats scientifiquement mesurables que dans l'échange avec les gens. Donc, ça me paraissait vraiment très important de considérer qu'il y avait eu ce seuil de la modernité et que ce seuil était occupé à se déconstruire en dépit de la résistance sclérosée des sciences dures, je dirais. Quand on se tourne vers le monde académique, toutes les sciences dures croient toujours très fort au paradigme de la modernité. Et même ici, certains collègues ont tendance à considérer que les anthropologues sont des farfelus, parce que ce sont des gens qui admettent des croyances totalement improbables. Donc, nous ne sommes pas très bien inscrits dans le cadre de la rationalité, mais on est là. Bon, voilà. Et je crois qu'on n'est pas seul. Qu'il y a chez les philosophes, chez les historiens, chez les gens dans la rue, beaucoup chez les gens dans la rue, si on les interroge, beaucoup d'insatisfaction par rapport à ce qu'a produit le paradigme de la modernité, qui est totalement, effectivement, dans le négoce, dans l'exploitation, et on voit qu'on va droit dans le mur au niveau exploitation. C'est affolant. Sur le plan industriel, sur le plan de l'élevage, de tous les côtés, on voit bien qu'on est dans une impasse, mais les tenants de ce paradigme moderne estiment encore que la modernité les sortira des ornières de la modernité. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Ça ne se change pas par décret. Je me dis, c'est petit à petit dans la gestuelle des gens, dans leurs choix, dans leurs activités, que les choses bougent. Et ce genre de choses, quand ça bouge, à mon sens, mais je me trompe peut-être, c'est comme les migrations. On peut dire ils arriveront quand même. Vous dressez des barrières, vous dressez des murs, vous dressez des obstacles. Non. Quand le mouvement est parti et lancé, ça arrive quand même. Et donc ça me donne des raisons d'espérer. Voilà. Et je dis tout ce que je devais dire. Non. Je ne sais pas. J'ai parlé de la Ligue Braille. Ah, je n'ai pas parlé de Beckett. Oui, c'est vrai que j'ai commencé comme ça. Il était dans ton bureau, alors peut-être en dire quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Oui, parmi les innombrables livres qui m'ont marqué, il y a toute l'œuvre de Samuel Beckett,
et le personnage de Samuel Beckett, qui est effectivement présent dans mon bureau, à la fois avec ce beau visage de rapace qui est absolument extraordinaire. Enfin, j'ai toujours trouvé que c'était une grâce d'avoir un physique qui corresponde à ce point à ce monde raréfié qu'il conçoit, qui est un monde consumé jusqu'à l'os. Et puis aussi avec ce tempérament très, je serais tenté de dire très rentre-dedans. Et cette petite citation que j'ai gardée, mais que foutait Dieu avant la création. C'est une citation bouleversante, d'évidence et d'impertinence. Et j'aime beaucoup ce caractère dans l'œuvre de Beckett. Alors effectivement, pour la Ligue Braille, j'ai travaillé sur l'œuvre de Beckett parce que l'occasion m'en était donnée. La Ligue Braille avait décidé, toujours dans cette fameuse revue Voir Barré, de passer en série, en inventaire, tous les aveugles ou les malvoyants célèbres. Et donc, on était libre de choisir. Et je me suis jetée avec beaucoup d'immodestie sur Beckett, sur Borges et sur Eco. Et plus j'ai travaillé sur eux, plus je me suis rendu compte de la cohérence de mes choix. Parce qu'il y avait des liens entre les trois, à la fois Beckett et Borges qui avaient connu la cécité, ou presque. Beckett a eu un glaucome aux deux yeux, il s'en est caché très longtemps, il ne voulait pas dire que ça n'allait pas. Il n'en parlait à personne, à mon avis, comme il ne devait pas parler de grand-chose à personne. Et on s'en est aperçu le jour où il s'est produit un accident. Il est allé conduire sa voiture au garage et il est tombé dans la fosse du garagiste parce qu'il ne l'avait pas vu. Et à ce moment-là, on a effectivement passé un examen médical et on s'est rendu compte qu'il avait un glaucome aux deux yeux, donc que la situation était grave, pour ne pas dire désespérée. Borges, lui, est devenu aveugle, mais il savait qu'il allait le devenir. Ça change encore beaucoup les choses. Et par une espèce d'ironie absolument tragique, il est devenu bibliothécaire de la Bibliothèque nationale, ce qui était son rêve absolu. Des milliers de livres, Borges adorait les livres, et il devient bibliothécaire au moment où il devient aveugle. Donc pour lui, il l'a toujours pris comme un signe de Dieu. Et puis ce bibliothécaire aveugle et fantaisiste, qui réduit l'homme d'une autre façon que Beckett. Beckett, son anthropologie réduit l'homme en retirant tout ce qui est superflu, je dirais, jusqu'à ne laisser vraiment plus que l'essentiel, jusqu'à l'absurde. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de rencontres, où elles sont hasardeuses, aléatoires. Et on ne sait pas où on est. Enfin, c'est une condition humaine absolument affolante, mais qui en même temps est extrêmement convaincante. Quand on le lit, on se dit, mon Dieu, mais c'est vrai. On est ça. Et Borges, lui, il réduit l'homme en disant, finalement, on est tous superposables. Je suis Borges, mais j'aurais pu être quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre me vaut bien. Donc, c'est un. Donc, ce sont deux voies différentes pour atteindre une opinion anthropologique très intéressante pour le XXe siècle. Je m'arrête là. Et Eco, évidemment, va se servir de Borges pour créer le personnage du bibliothécaire aveugle, qui s'appelle Jorge, d'ailleurs. C'est limpide. Mais ce qui m'intéresse aussi chez Eco, c'est que l'œuvre que j'ai retenue de lui pour le livre, c'est précisément celle-là. Alors que Eco est connu surtout comme savant, comme médiéviste, comme scientifique éminent. Mais un scientifique éminent qui dit aussi, dans le courant de sa vie, finalement, la narration permet de faire passer beaucoup plus de choses qu'un texte scientifique au sens strict. Et pourtant, la narration qu'il fait dans Le Nom de la Rose, il n'y a fait aucune concession. C'est extrêmement complexe comme tissu. Il y a bien sûr la trame que Hano a repris pour son film, mais qui est un amoindrissement considérable des débats qui sont déployés dans Le Nom de la Rose. Et je crois que ce qui a dû faire un plaisir immense à Eco, c'est de voir le nombre de lecteurs qui l'ont suivi dans cette complexité, malgré le fait qu'il n'avait fait aucune concession à l'époque sur laquelle il écrivait.